Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Alors aujourd'hui je suis avec Philippe Collin. Alors Philippe Collin, bonjour. Bonjour Hugo. Alors Philippe, je vais vous resituer un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes traducteur-adaptateur, c'est-à-dire que vous traduisez, vous adaptez les textes, anglais majoritairement, pour une localisation, c'est-à-dire l'exportation du jeu en France, puisque vous êtes spécialisé dans les logiciels et les jeux vidéo. Alors ma première question, pourquoi cette spécialisation ? Tout simplement parce que avant d'être linguiste, je suis aussi gamer, tout bêtement. Je suis gamer de longue date depuis ma plus tendre enfance. Donc, en sortant de mon école de traduction, mon chemin était tout tracé. J'avais envie, déjà dès le départ, de travailler dans le jeu vidéo. Donc, vous êtes vous-même joueur de base. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais cela dit, c'est pas forcément le cas de tous les traducteurs localisateurs qui travaillent dans le métier. Malheureusement, mais le fait est que oui, effectivement, je joue de façon assez assidue. Dans le domaine du jeu vidéo, il faut souvent travailler en équipe. Est-ce votre cas ou est-ce que vous êtes toujours tout seul pour travailler ? Je me suis mis à mon compte depuis maintenant 5 ans. Je travaille en binôme avec un collègue avec qui je m'entends très bien. On a une bonne synergie d'équipe, on va dire. Et puis bien sûr, dans le cadre des projets qu'on me confie, je peux être amené à travailler avec d'autres traducteurs externes aussi. Quel délai on vous octroie généralement pour traduire un jeu vidéo complet ? C'est extrêmement variable. On peut compter en moyenne 2000 mots par jour à peu près pour comme vitesse de travail, comme cadence de travail. Donc sur un projet de, mettons, 10 000 mots, on comptera une semaine ouvrée. D'accord. Alors, vous écrivez les textes, vous écrivez les sous-titres, vous écrivez aussi les dialogues des doublages. Lorsque vous écrivez, est-ce que vous pensez écrit ou est-ce que vous pensez oral ? Je pense gueuloir, comme disait Flaubert. Flaubert avait une pièce chez lui qu'il réservait à l'oralisation de ses textes. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, je pense, dans le monde du jeu vidéo qui est quand même très informel dans son ton. Et donc j'essaye toujours d'oraliser au maximum les textes, au moins les scripts audio en tout cas. Et puis l'interface évidemment est un petit peu plus littérale, voire littéraire. D'accord, donc vous faites vraiment la distinction quand vous travaillez entre ce qui va être écrit à l'écran et ce qui va être dit par des comédiens. Ah bah oui, chaque type de contenu évidemment a son traitement propre. Quand un traducteur tombe sur un jeu de mots particulièrement capillotracté, on va dire, ou bien sur une référence très spécifique au pays d'origine, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Ah bah, il faut, je pense qu'il faut vraiment dissocier le fond de la forme, le sens de la formulation. Quand il y a un jeu de mots qui est vraiment difficile à traduire, soit on s'en écarte, quitte à pour faire par exemple un jeu de mots à la ligne suivante, par exemple, soit on essaye vraiment de trouver un jeu de mots équivalent en français. Enfin, j'essaye toujours en tout cas d'appliquer le fameux théorème de non-imbécilité du lecteur, qui est donc un théorème avec un énoncé un peu souriant développé en traductologie, qui dit tout simplement qu'il ne faut pas prendre le lecteur final pour un con. Ce qui veut dire que j'essaye véritablement, à chaque fois que je vois un jeu de mots en anglais, de trouver un équivalent français pertinent et percutant. Donc ce sera pas forcément littéral, ce sera même rarement littéral, et ce sera pas même forcément au même endroit dans la phrase ou dans le rythme du jeu, mais j'essaye de fournir un contenu aussi drôlatique que peut l'être l'original. Les plus passionnés de jeux vidéo, et puis aussi ceux qui ont quand même un petit sens de la culture populaire, etc., reprochent parfois aux traducteurs et aux adaptateurs de passer à côté de certaines références qui sont faites dans les textes originaux. À votre avis, comment on peut éviter ce genre de soucis quand on traduit ? Tout simplement en ayant un profil adapté. Je pense que un bon traducteur aujourd'hui, un bon traducteur de jeux vidéo en tout cas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'alchimie entre le linguiste et le gamer. C'est pas toujours le cas, je le disais déjà tout à l'heure. Je pense que si on n'est pas un petit peu gamer dans l'âme, on peut difficilement fournir des traductions qui vont parler à nos confrères gamers justement.
D'accord. Donc il faut avoir une culture, il faut avoir soi-même une culture appropriée. Bah, dans l'absolu, oui. Si on va pas, si on n'a pas une culture des mêmes Internet, des grands thèmes vidéoludiques et compagnie, je pense que c'est difficile de retranscrire certains clins d'œil qui sont faits très souvent dans les jeux actuels. Pour prendre l'exemple de Dragon Age, à la fin de Dragon Age, justement, il y avait un clin d'œil souriant à Portal, un premier du nom, avec un personnage qui disait à la toute fin du jeu, lors d'un banquet, ne prenez, enfin, the cake is a lie en anglais. Et donc évidemment, si on traduisait ça par tout bêtement le gâteau est un mensonge, comme un traducteur lambda aurait pu le faire, ça tombait à plat. Du coup, j'ai fait un jeu de mots sur le cac est à l'ail pour reprendre les sonorités de l'anglais et donc garder un peu la référence souriante de l'original. D'accord. Alors vous avez travaillé sur la série des Mass Effect, en tout cas les deux premiers. Vous Oui. avez coordonné le premier et vous avez été en partie traducteur sur le 2, donc avec d'autres équipiers, on va dire. Mass Effect, c'est une grande trilogie de science-fiction. Alors vous y avez un petit peu répondu, mais est-ce qu'il faut déjà être un amoureux de science-fiction pour traduire ce genre d'œuvre? Ça aide, clairement, ça aide d'avoir au moins un peu de background sur les grandes sagas de space opéra qui existent, Star Wars, Star Trek et j'en passe. J'ai justement la chance d'être aussi très amoureux de SF et de ce fait j'ai pu justement proposer quelques petits clins d'œil à d'autres séries qui se sont glissées dans Mass Effect. Donc, par exemple, la voix du commandant, comment s'appelle-t-il, Anderson, je crois, c'est le même comédien de doublage qui double Jean-Luc Picard dans la série Star Trek Génération. Ah d'accord. Vous avez votre mot à dire sur le choix des comédiens ou c'était Alors, exceptionnel? à l'époque du premier Mass Effect, j'étais encore employé dans une société, donc j'avais des relations beaucoup plus directes évidemment avec le studio d'enregistrement et le choix des comédiens. Là, actuellement, depuis que je me suis mis à mon compte en freelance, j'ai beaucoup moins voix au chapitre à ce sujet. Chaque poste a ses avantages et ses inconvénients. Ce genre de jeu, donc je parle de science-fiction, mais je parle aussi de fantasy, d'heroic fantasy. Ce genre de jeu a parfois un vocabulaire qui lui est propre, que certains traduisent et d'autres non. On pensera par exemple au récent Skyrim, dont les lieux ont été adaptés en français. Donc Skyrim est devenu Bord de ciel. Oui. Que pensez-vous que doit faire un adaptateur devant ce cas de figure? Alors, impossible à mon avis de contenter tout le monde. Quand on garde les termes en anglais, on va s'aliéner une partie des joueurs et quand on les traduit, on aura là encore certains gamers qui vont protester. Ce que j'aime faire personnellement, c'est recourir à des racines d'anciens français pour voiler un petit peu le sens. Par exemple, j'en reviens à Dragon Age, il y avait un village qui s'appelle Redcliffe, donc rouge falaise littéralement. Au lieu de traduire ça par rouge falaise, qui sonnait vraiment traduit littéralement et dont le sens était trop évident pour sonner médiéval, j'ai donc repris des racines d'anciens français. Donc rouge se disait, enfin une façon de dire rouge en héraldique notamment, c'est gueule, de gueule, et falaise était fallois dans l'ancien français. Donc rouge falaise devient gaule fallois. C'est une façon de faire, évidemment. Je prétends pas non plus qu'elle conviendra à tout le monde, mais en tout cas, je pense qu'en masquant un petit peu le signifié des termes individuels qui composent un nom, on peut arriver à une formulation un peu plus heureuse que de traduire littéralement. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un comédien massacre proprement le beau texte que vous lui aviez gentiment écrit? Oui, alors le beau texte, ça dépend des projets, mais c'est arrivé effectivement que certains acteurs aient une diction qui ne corresponde pas forcément à ce que j'envisageais lors de la traduction. Oui. Après, je ne sais, massacrer, c'est un bien grand mot. Je ne me souviens pas de cas où une traduction était vraiment massacrée, mais ça peut arriver relativement souvent que le résultat, une fois enregistré, diffère sensiblement de ce que j'avais en tête au départ. Est-ce qu'il y a un des jeux que vous avez traduit qui vous a particulièrement marqué? Particulièrement marqué, en bien ou en mal, hein. Oui, bien sûr. Je dirais Mass Effect est
Et Mass Effect Dragon Age, Portal 2, c'était vraiment les trois projets phares de ma carrière jusqu'ici. Je citerai bien aussi un des tout premiers projets auxquels j'ai participé, The Bard's Tale, petit projet du studio In Exile, donc qui faisait un remake d'un vieux jeu de rôle bien connu des rétro gamers. Qui était très sympathique aussi à traduire pour son côté là encore très humoristique dans les textes. Et puis c'est un projet qui a un peu lancé ma carrière aussi, puisque je faisais vraiment mes premières armes sur ce jeu. Un des jeux qui est régulièrement cité pour son expérience de jeu et pour son ambiance très particulière qui a vraiment marqué de nombreux joueurs, c'est Shadow of the Colossus. Vous avez effectué sa traduction. Est-ce que c'est difficile de traduire un jeu où il y a au final si peu de texte quand tout est misé sur l'ambiance vraiment onirique du jeu? Alors là, on en vient à l'une des grosses problématiques de la traduction de jeux vidéo, qui est le contexte. Effectivement, un jeu vidéo n'est pas un film. On n'a pas la linéarité d'un projet de film. Pour traduire un script de film, il y a des difficultés particulières, mais au moins on a le projet qui se déroule de A à Z, d'un point A à un point Z, et on a toutes les étapes clairement énoncées devant soi. Dans un jeu vidéo, effectivement, on a des bribes de texte par-ci par-là. Dans le meilleur des cas, le développeur a indiqué quelques commentaires dans le fichier de traduction pour expliciter un petit peu le contexte de chaque phrase. Dans le pire des cas, c'est juste les phrases à traduire de façon brute, avec éventuellement donc un identifiant pour chaque chaîne qui permet de déduire plus ou moins facilement du contexte. Effectivement, c'est le gros problème. Donc, pour pallier ça, on a un processus de questions-réponses avec le développeur qui prend plus ou moins de temps. Mais je pense que pour être un bon traducteur, il faut aussi savoir, il faut être un peu intuitif aussi. Il faut pouvoir déduire d'une formulation le contexte, ou au moins un début de contexte qu'on essaiera ensuite de préciser via les questions-réponses. Pour conclure un petit peu cette interview, quels sont vos travaux à venir ou est-ce qu'on pourra prochainement vous lire et vous entendre? Évidemment, j'ai des contrats qui m'empêchent de tout révéler. Bien sûr. Je participe actuellement à un projet qui me passionne énormément, qui est le prochain Call of Juarez. Donc Call of Juarez Gunslinger, qui, à mon sens, possède l'un des scripts les plus intéressants, les mieux ficelés, les plus inventifs que j'ai eu le plaisir de traduire depuis un bon bout de temps. Je pense que il faut vraiment, si ceux qui aiment les scénarios inventifs et intéressants auraient tout intérêt à suivre la sortie de ce jeu. Call of Juarez Gunslinger. Eh ben écoutez, je fais passer le mot alors. Merci beaucoup.